Et si je vous disais que la table de demain, c'est peut-être maintenant, et que vous êtes sur le point de faire un bond dans le futur, de vivre une expérience temporelle. Pour vivre cette expérience, il vous faudra être un petit peu aventurier, pour certains avoir le cœur bien accroché. Et pour vivre cette expérience, il vous faudra peut-être mettre de côté certaines de vos phobies. Mais peut-être que votre plus grande peur est la solution pour sauver notre planète dès aujourd'hui. Alors pour vivre cette expérience, je ne suis ni physicien, ni magicien. Je suis ce que vous serez demain, ou peut-être ce que vous êtes déjà sans même le savoir. Je suis entomophage. À ne pas confondre avec l'entomologiste. L'entomophage, littéralement, c'est celui qui mange des insectes. L'entomologiste, c'est celui qui observe, analyse, étudie ces petites bêtes à six pattes pour éventuellement trouver des solutions pour lutter contre les ravageurs de culture, pour lutter contre les insectes vecteurs de maladies ou les insectes invasifs, ou pourquoi pas pour trouver des solutions inspirées de la nature, telles que le biomimétisme ou la robotique bio-inspirée. Alors les insectes sont au cœur d'enjeux fondamentaux, puisqu'ils sont par exemple des ravageurs majeurs de culture. Et en termes de production alimentaire, on estime qu'environ 50% de la production agricole mondiale disparaît simplement du fait des insectes. Ce qui consisterait suffisamment pour nourrir environ 1 milliard d'êtres humains. Mais les insectes sont aussi des alliés précieux de nos écosystèmes, puisqu'ils remplissent un certain nombre de fonctions qu'on appelle des services écosystémiques. Le plus connu, bien évidemment, c'est la pollinisation, mais les insectes contribuent également à disperser les graines, contribuent à recycler la matière organique. Et puis, les insectes peuvent être aussi des pourvoyeurs de solutions. On peut les utiliser, par exemple, pour lutter contre ces insectes ravageurs de culture dont je vous parlais précédemment. C'est ce qu'on appelle les auxiliaires. Et vous avez tous en tête, j'imagine, ces fameuses coccinelles qui vous débarrassent des pucerons sur vos rosiers. Alors vous le voyez, l'entomologiste, il a un terrain de jeu infini et passionnant. L'entomologiste n'est pas nécessairement entomophage, mais les deux ne sont pas exclusifs, incompatibles. Alors si l'entomophagie est l'avenir de l'homme, elle ne date pourtant pas d'hier. On trouve des traces de consommation d'insectes dans les restes alimentaires ou dans les excréments des premiers hommes. Et on trouve même des traces de l'alimentation à base d'insectes sur des peintures rupestres où on peut voir des hommes prélevant des larves d'abeilles sauvages. Alors est-ce étonnant? Finalement, pas tant que ça. Si on regarde ça de plus près, nos cousins, les grands singes, sont insectivores. Il est fort à parier donc que la cueillette et le prélèvement d'insectes constituaient la base de l'alimentation des premiers hommes avant même la consommation de la viande. Et que progressivement, la pratique de l'agriculture et la chasse ont entraîné une modification de nos pratiques alimentaires. Alors finalement, manger des insectes, est-ce l'alimentation du futur ou paléo-régime? Si l'entomophagie donc est l'avenir de l'homme, on en trouve des traces dans toutes les civilisations. Chez les Grecs, les Romains, les Égyptiens, les civilisations précolombiennes. On peut voir chez les aborigènes qu'ils étaient habitués à collecter des coléoptères, les faire sécher, bouillir. On trouve des traces de consommation de criquets chez les Grecs notamment. Les cigales étaient également une nourriture abondante et peu chère. Et Aristote lui-même mentionnait que les insectes étaient particulièrement savoureux au moment de la métamorphose ou lorsque les femelles étaient pleines d'œufs. On trouve des traces de l'entomophagie également au cours du Moyen-Âge en France, où la consommation ce qu'on appelle le ver de farine, qui est en fait une larve de coléoptère, était extrêmement courante. À bien y réfléchir, ce n'est pas finalement si étonnant, puisque les insectes représentent environ
1 million d'espèces sur Terre, et on pourrait même considérer, puisque l'on ne connaît qu'une infime partie du vivant, que les insectes pourraient représenter jusqu'à 30 millions d'espèces. Pour donner un ordre d'idée, pour chaque être humain, il y aurait 1,4 milliard d'insectes. C'est donc une nourriture extrêmement abondante et facile à trouver. Et on en trouve en fait sur tous les continents. On considère aujourd'hui qu'il y a 2111 espèces d'insectes comestibles. Plus de 500 espèces au Mexique, 400 dans le bassin amazonien, 150 en Chine. On trouve en fait des insectes sur tous les continents, excepté l'Antarctique, qui, malgré tout, est une terre peu hospitalière pour un certain nombre d'espèces. C'est donc une nourriture facile à trouver et à consommer. Alors comment détermine-t-on si une espèce est comestible, me direz-vous? C'est très simple, vous prenez quelques conférenciers par un après-midi d'automne, vous leur donnez quelques insectes à manger et vous observez s'ils survivent. Plus spécifiquement, il suffit en fait de se baser sur des études bibliographiques, sociologiques, ethnologiques, qui se basent sur les pratiques alimentaires existantes ou ayant existé. Quels sont les insectes que l'on mange? Première place du podium, les coléoptères. Coléoptères que l'on peut représenter par les coccinelles, les charançons, etc. Les deuxièmes sur le podium, ce sont les lépidoptères, principalement les chenilles. Et se battant pour la troisième place, les hyménoptères avec les fourmis, les guêpes, les abeilles, et les orthoptères avec les criquets, les grillons, les sauterelles. Et l'espèce la plus consommée, ce sont ces petites larves dodus de vers à soie, qui sont l'espèce qui est donc la plus consommée à travers le monde. Mais on trouve également des larves de coléoptères, donc les larves de ténébrion meunier, qu'on appelle souvent le ver de farine. Le grillon, le criquet sont également couramment consommés, plutôt transformés en farine. Et fourmis, larves d'abeilles et guêpes sont des friandises de choix. Aujourd'hui, on considère qu'il y a environ 2 milliards d'êtres humains qui consomment de manière régulière des insectes à travers le monde. Principalement en Asie, les rois de l'entomophagie, mais également en Afrique ou en Amérique du Sud, où ce sont des pratiques courantes. En Océanie, ce sont plutôt des pratiques traditionnelles. Et en Amérique du Nord et en Europe, ça reste de manière plutôt récréative et occasionnelle. La principale source pour les insectes alimentaires, c'est la récolte directement dans la nature. Ce qui n'est pas sans poser des problèmes pour la biodiversité dans certains pays, où certaines espèces se vendent à des prix tellement exorbitants qu'on voit des populations sauvages qui disparaissent complètement. Certains considèrent que le prélèvement dans la nature pourrait remplir deux objectifs. Si on s'intéresse aux insectes ravageurs de culture, non seulement si vous prélevez les insectes, vous avez une source d'alimentation, et en plus vous réduisez l'impact négatif sur la destruction des cultures. On pourrait s'intéresser ainsi à la chenille légionnaire qui est en train de décimer l'Afrique, l'Inde et désormais la Chine. On pourrait aussi s'intéresser au criquet migrateur qui, depuis la nuit des temps, est le cauchemar des agriculteurs. La consommation d'insectes s'organise aussi désormais autour d'élevages spécialisés, l'entomoculture, avec des systèmes industriels, mais également des systèmes plus traditionnels, tels que les fermes à grillons en Thaïlande. On considère actuellement en Thaïlande qu'il y a plus de 20 000 fermes qui produisent de manière régulière donc des grillons, jusqu'à 7 500 tonnes par an. En France, la filière s'organise également autour de 3 modèles, le ténébrion meunier, le grillon et les larves de mouches soldats noires, avec des systèmes industriels en passe de produire des quantités vraiment très importantes, ou des systèmes de production plus autonomes et mobiles qui peuvent être déployés au plus près des gisements alimentaires et des consommateurs finaux. Et vous?
Seriez-vous prêt à manger des insectes? Après tout, n'est-ce pas rampant, volant, dégoûtant, gluant? En fait, chacun d'entre vous a déjà mangé des insectes. On considère que chaque être humain consomme entre 500 grammes à 1 kg d'insectes par an, à votre insu. Blottis dans votre salade, logés au creux de vos fruits ou simplement broyés dans vos plats préparés et vos conserves, les insectes sont les rois du camouflage et s'immiscent partout dans les aliments que vous consommez à votre insu. S'il y avait un exemple, je pourrais vous parler de la figue. La figue, c'est un repli végétal dans lequel se trouve une multitude de petites fleurs. Pour former un fruit, il faut que ces fleurs soient pollinisées. Et ça, c'est le boulot de petites guêpes qu'on appelle les agaonides. Et ces agaonides vont donc pénétrer à l'intérieur de la figue, polliniser les fleurs, mais au passage vont pondre également dans quelques-unes de ces fleurs. Lorsque vous mangez des figues, vous mangez donc la malheureuse, mais également toute sa descendance. Alors pourquoi manger des insectes? La première raison, c'est une raison environnementale. En 2050, nous serons près de 10 milliards d'êtres humains et nous savons très bien que nos systèmes de production actuels ne pourront faire face à cette explosion démographique. Nos systèmes de production doivent donc s'adapter pour faire face à ces enjeux environnementaux et aux conséquences dramatiques sur la biodiversité. Produire une quantité équivalente d'insectes nécessite environ 10 fois moins d'espace que pour le bœuf, par exemple. Environ 12 fois moins de nourriture est nécessaire pour produire 1 kg d'insectes que pour produire 1 kg de bœuf, et environ 4 fois moins que pour le porc ou la volaille. Lorsque l'on regarde la quantité d'eau nécessaire, les chiffres deviennent vertigineux. Concernant la production de gaz à effet de serre, à quantité équivalente, la production d'insectes produit jusqu'à plus de 90% de moins de gaz à effet de serre. Et enfin, 80% de l'insecte est comestible, contre 40 à 60% pour la viande conventionnelle. La deuxième raison, c'est parce que c'est nutritif. Les insectes sont extrêmement riches en protéines, avec environ 2,5 fois de plus que le poulet, 1,5 fois que le bœuf. Environ 80 à 70% de protéines constituent les insectes. Les insectes sont également aussi riches en vitamines que la viande rouge et aussi riches en oméga que le poisson. Et 100 grammes d'insectes par jour suffisent à vous apporter l'essentiel des vitamines et des minéraux qui sont nécessaires à votre alimentation. Il y a plus de fer dans les insectes que dans les épinards. Alors on aimerait tous que nos choix soient dictés par des considérations éthiques et responsables. Or, on sait malheureusement que le choix du consommateur ne se base pas principalement sur ces raisons. Les principales raisons qui vont dicter nos choix alimentaires, ce sont à la fois les habitudes et le goût. Un des enjeux de l'entomophagie aujourd'hui, c'est donc de sensibiliser, d'éduquer sur ces nouvelles pratiques alimentaires. Alors bien sûr, on peut transformer les insectes en farine, en pâte, ce qui va nous permettre de dépasser cette barrière psychologique. Mais il s'agit également d'explorer toutes les vertus, bien sûr environnementales, bien sûr nutritionnelles, mais également gustatives et gastronomiques des insectes. Il aura suffi aux États-Unis qu'un chef californien s'empare des sushis, y ajoute de l'avocat et le California Roll était né et les sushis étaient lancés. Et finalement, n'est-ce pas là la solution pour que les insectes deviennent la nourriture tendance de demain? Les influenceurs, les célébrités s'emparent du phénomène, alors pourquoi pas?
Alors je vous le disais, on peut transformer ces insectes de manière à dépasser la barrière psychologique, mais ne pourrait-on pas imaginer un frelon snacké sur médaillon de homard, un risotto de grillon à la provençale, ou une quiche tourangelle revisitée aux larves de ver à soie? On peut y voir ici une opportunité gastronomique, mais pourquoi pas également touristique. Au détour de la Loire à vélo, on pourrait s'arrêter, visiter les soieries roses, découvrir un site de production de mûrier, l'aliment favori du ver à soie, à Chédigny, et terminer par une dégustation de cette quiche tourangelle revisitée avec un bon verre de Vouvray. Adieu le rayon, bonjour le grillon. Alors j'espère que je vous ai convaincu que les insectes révèlent tout un tas de vertus nécessaires et que vous pourrez peut-être transformer vos phobies et dépasser vos peurs pour y découvrir un certain plaisir et en même temps contribuer à sauver notre planète. À l'Institut de recherche sur la biologie de l'insecte, on y croit. Et sur ce, je vous souhaite un bon appétit.